Bonjour à tous et bienvenue sur le 5e épisode des Jardins de résistance consacrés à la faune. Alors quand on pense au jardin, on pense d'abord aux plantes. Et pourtant, comme elle est nombreuse et variée, la faune des jardins. Et d'abord, les jardins n'existeraient pas sans la faune, sans tous ces animaux. Pensons par exemple au fonctionnement du sol vivant, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 2, ou à la pollinisation des plantes à fleurs. En tout cas, on ne peut pas se passer d'eux. Et notre espace chéri, notre jardin, nous devons le partager avec beaucoup d'animaux. Et c'est aussi un grand plaisir, car que ferions-nous sans les chants d'oiseaux ou le vol des papillons? Et c'est ce qui arrive malheureusement dans de plus en plus d'endroits. Donc il faut aussi apprendre à préserver cette faune. Et pour cela, comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, le but de cette vidéo n'est pas de vous donner un savoir encyclopédique, mais de vous donner des pistes de réflexion pour envisager autrement le jardin et pouvoir vous-même aller plus loin, en autonomie. Voici le sommaire de cette vidéo. Dans la première partie, nous verrons un panorama de la faune du jardin. Dans la deuxième partie, nous verrons les interactions entre les animaux et le reste du jardin, le sol, les plantes, d'autres animaux et le jardinier et ses techniques de culture. Dans une troisième partie, nous verrons les actions et les aménagements utiles à la faune. Et enfin, dans une dernière partie, nous ferons un petit tour du jardin. C'est parti! La faune du jardin. D'abord les résidents à l'année. Ils passent toute leur vie sur un très petit territoire et donc ça peut se trouver contenu en entier dans un jardin, même assez petit. Ils y naissent, s'y nourrissent, s'y reproduisent, y meurent. Parmi eux, minuscules mais innombrables, on trouve les animaux participant à la vie du sol. Nématodes, acariens, collemboles, vers de terre, cloportes, larves d'insectes, mille-pattes et bien d'autres. Ils mangent des bactéries, des moisissures, des animaux encore plus petits qu'eux-mêmes, ou bien de la matière organique morte, qu'elle soit végétale ou animale. Certains parasitent des plantes ou d'autres animaux. Au-dessus du sol, dans les plantes, on trouve encore d'innombrables arthropodes, se nourrissant d'animaux, comme les araignées ou les coccinelles, ou mangeant des plantes, comme les pucerons. Les fourmis vivant en colonie sont aussi des résidentes à l'année. Aujourd'hui, surtout dans le sud, on est souvent confronté à la présence handicapante des fourmis invasives. On en reparlera plus loin. Les gastéropodes, escargots et limaces se nourrissent à la fraîche à la tombée du jour ou le matin tôt et peuvent manger des végétaux ou des animaux vivants ou morts, selon les espèces. Du côté des mammifères, les taupes, les campagnols, musaraignes et mulots peuvent passer leur vie dans le même jardin s'il leur procure à la fois abri et nourriture. Enfin, les reptiles sont aussi présents. Les lézards, parmi lesquels les orvets, lézards sans pattes, ainsi que des serpents, couleuvres et vipères, et dans certaines zones méridionales, les tortues, peuvent trouver leur bonheur dans un jardin. Ensuite, les passants ou semi-résidents sont les animaux qui parcourent un plus vaste territoire et ou utilisent plusieurs habitats différents selon les saisons. On les voit donc traverser le jardin ou bien y résider une partie de l'année seulement. Leur statut de semi-résident ou résident à l'année dépend bien sûr de l'étendue du jardin et du fait que celui-ci offre ou non toute la variété de milieux dont l'animal a besoin. Par exemple, chez les amphibiens, le crapaud commun aime passer la belle saison au milieu des plantations, à se nourrir d'insectes et de gastéropodes, alors qu'il passe l'hiver à dormir dans un trou ou sous une souche, et qu'il migre chaque printemps vers la pièce d'eau qui lui a donné naissance et qui peut se trouver à de grandes distances de son habitat estival. Les chauves-souris apprécient également un logement d'hiver et un logement d'été. Il peut se trouver dans la même maison ou bien éloigné. Les oiseaux passent allègrement d'un jardin à l'autre, quand ce n'est pas d'un continent à l'autre, comme les hirondelles par exemple. Les papillons naissent sur une plante haute, puis butinent parfois loin à l'âge adulte. Certains sont même migrateurs comme les oiseaux.
Les hérissons sont des marcheurs rapides et infatigables qui font une tournée de plusieurs kilomètres chaque nuit à la recherche de leur proie. Toujours chez les mammifères, et selon le type de clôture qui ferme le jardin, on peut aussi surprendre le passage de cervidés, de sangliers, tandis que les petits mustélidés, belettes, hermines, etc., se rient de la plupart des protections. Le dernier groupe est celui des animaux domestiques, dont certains peuvent être aussi admis dans celui des passants, comme les chats et chiens errants, ou les vaches, chèvres et brebis, en Corse par exemple. La plupart des animaux domestiques sont encore enfermés aujourd'hui, enclos dans l'enclos du jardin, mais ce n'est pas obligatoire. Tout est fonction de l'animal dont on parle et de la nature du jardin fréquenté par l'animal en question. Les poules, les oies, les moutons, chèvres, ânes peuvent être des compagnons au jardin vivant. Il y a donc foule au jardin, même si on ne s'en aperçoit pas toujours. D'ailleurs, une petite remarque, dans les photos de jardin, généralement, on ne voit pas d'animaux. On a des très jolies scènes ornementales, mais qui ne sont faites que de plantes. Et pourtant, les animaux sont aussi très décoratifs, en tout cas je trouve. Pour exemple, dans mon ancien jardin, dans la région centre, une petite poule Holland Skrill avec un souci dans le potager. Une poule naine, c'est la plus petite des poules naines. Ou encore, toujours dans le même jardin, une rainette arboricole avec une chenille de macaron. Voilà, le pouvoir ornemental aussi de la faune. Tous ces animaux interagissent avec le reste du jardin et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les animaux et le jardin, interaction. Interaction d'abord avec le sol vivant. Tout ce qui meurt, végétal ou animal, se retrouve sur le sol et bientôt dans le sol, prêt à resservir à de nouvelles créatures vivantes. Il est donc indispensable pour le jardinier de favoriser la bonne santé de la microfaune nettoyeuse et recycleuse. Je n'entre pas dans les détails ici, mais il y a des animaux spécialisés dans chaque étape et pour chaque type de recyclage. Certains prennent en charge les charognes animales, d'autres découpent les restes de végétaux en morceaux plus petits, d'autres encore se nourrissent des déjections des premiers pour aller encore plus loin dans la transformation en nouvelles matières organiques assimilables par les plantes. Ils travaillent en collaboration avec des bactéries et des champignons, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo numéro 2, pour fabriquer et entretenir le sol vivant. Beaucoup de ces animaux sont des mal-aimés encore aujourd'hui, et ils inspirent encore à certains le dégoût ou la peur irrationnelle. C'est dommage, car un ver de terre ou un cloporte écrasé marche beaucoup moins bien. De nombreuses superstitions font aussi beaucoup de dégâts encore aujourd'hui. Dans les animaux plus gros, les petits mammifères, comme les taupes, les campagnols ou certaines musaraignes, creusent le sol pour s'abriter ou se nourrir. Même si le résultat, par exemple les taupinières, peut paraître inesthétique, leur action favorise l'aération du sol et c'est toujours une bonne chose pour le jardin. Deuxième interaction avec les autres animaux et les végétaux. On entend encore trop souvent la distinction entre animal utile ou auxiliaire et animal nuisible. Dans le jardin vivant, cette distinction n'a aucun sens et elle est même dangereuse pour l'équilibre écologique, car elle ne prend en compte qu'une facette de l'animal en question, en occultant les autres pourtant tout aussi importantes. Par exemple, on reproche aux limaces de manger les salades et les jeunes plants. D'accord, mais les limaces se nourrissent aussi de végétaux morts qu'elles aident à transformer en matières organiques assimilables par ces mêmes plants. Lorsque vous récoltez vos légumes, vous pouvez laisser entre les rangs les parties végétales que vous ne mangez pas, en couches minces pour ne pas inciter les limaces à y dormir, et vous verrez qu'elles viendront s'y nourrir, épargnant d'autant les plants fragiles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne les mangeront pas du tout, mais que le dégât sera beaucoup moins important. Vous pouvez aussi faire des tournées tôt le matin ou le soir à la tombée de la nuit, car ce sont les deux moments où elles sortent le plus pour se nourrir, comme on a vu tout à l'heure. Vous pourrez alors les ramasser dans un seau et les éloigner des lieux du délit. Le hérisson, le crapaud sont très utiles aussi pour juguler l'afflux des limaces. En revanche, ils se nourrissent aussi sans distinction d'autres petits animaux, y compris les animaux utiles ou ceux que vous aimez bien car ils sont jolis, comme les papillons. Les renards mangent les poules lorsqu'on leur en donne l'occasion, c'est vrai, mais ils se nourrissent aussi de nombreux mulots et campagnols qui font des dégâts dans les cultures et les réserves de graines.
Alors pensons à bien fermer le poulailler le soir et le renard sera seulement notre ami. Les fourmis n'ont jamais été très aimées dans les jardins. Certaines élèvent les pucerons qui vampirisent nos plantes et empêchent leurs prédateurs ordinaires, les coccinelles, de s'en approcher. Il y a d'autres fourmis insectivores et d'autres encore qui sont granivores. Et certaines plantes d'ailleurs ont besoin de ces fourmis granivores pour disséminer leurs graines. Il y a aussi les fourmis invasives dont nous avons déjà un peu parlé, qui fonctionnent en super colonies très larges et qui saccagent à la fois les récoltes et l'équilibre écologique. En effet, elles tuent les fourmis ordinaires déjà sur place et peuvent empêcher ainsi les plantes d'être disséminées par les fourmis granivores. Certaines aussi dévorent directement les plantes. Pour l'instant, le seul rempart contre ces invasifs seraient les autres fourmis, qui, si elles sont favorisées par le respect des fourmilières, par ne pas mettre de produits insecticides, peuvent protéger le terrain. Cette question des espèces invasives est complexe, et pour l'instant nous n'avons pas beaucoup de recul, mais il se pourrait que ce ne soit pas un mal finalement. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. À propos d'espèces invasives, il est intéressant de voir comment certains animaux peuvent apprendre à devenir leurs prédateurs et ainsi offrir une aide inattendue aux jardiniers. En tout cas aux jardiniers assez patients pour ne pas tout pulvériser à l'insecticide dès la première attaque, bien sûr. J'ai observé par exemple le cas de la mineuse du marronnier et des mésanges bleus. Cette mineuse est un très petit papillon qu'on ne remarque pas, mais dont les minuscules chenilles se nourrissent du limbe des feuilles du marronnier. Elle mine des galeries dans le verre de la feuille jusqu'à ce que celle-ci prenne un aspect plus mort que vivant et n'arrive plus à assurer sa photosynthèse correctement. En conséquence, l'arbre est affaibli et puis il devient tout roussi comme si l'automne était arrivé en avance. Lorsque les mineuses sont arrivées sur l'unique marronnier de mon ancien jardin, l'attaque a été rude. Mais les mésanges bleus, oiseaux observateurs et très légers, ont repéré les larves et ont commencé à les inclure dans leur régime alimentaire. Leur technique consistait à se suspendre à une feuille et à piquer la chenille visible par transparence à travers la feuille. Les plus grosses mésanges n'auraient peut-être pas réussi la manœuvre sans déchirer la feuille sous leur poids. En tout cas, seuls les bleus ont été observés. Les premières ont enseigné aux jeunes, sans doute, car quelques années plus tard, on les voyait s'y nourrir un peu chaque jour. L'arbre était toujours touché, mais de façon parfaitement acceptable, autant pour sa santé que pour son aspect esthétique. Remarque, un seul arbre est facile à protéger avec les mésanges du coin. Par contre, un gros groupement de marronniers, comme c'est souvent le cas dans les jardins publics, c'est une autre affaire. Rappelons que la mixité des espèces favorise la résilience du jardin. En réalité, il y a du bon et du moins bon en chaque animal, et la tâche du jardinier est justement de conduire avec douceur les dynamiques en présence afin d'obtenir un équilibre compatible avec ses propres souhaits. La règle à retenir est que plus la biodiversité est élevée, et plus la situation est favorable au jardinier, car alors l'écart entre les situations favorables et défavorables se réduit d'autant. On peut supporter un peu de perte dans les salades du moment que ça n'est pas toute la récolte. Et il vaut mieux un peu de perte que mettre des biocides tueurs de limaces, mais par le jeu de la chaîne alimentaire, tueurs aussi de hérissons, de crapauds et d'oiseaux. Enfin, les interactions avec le jardinier et ses actions dans le jardin. L'action du jardinier n'est absolument pas neutre vis-à-vis de la faune du jardin et il faut bien en avoir conscience. Sa simple présence du jardinier dans le jardin change le comportement des animaux qui agissent en fonction. Les animaux sont loin d'être bêtes. Dans ce domaine, la prise de conscience se fait petit à petit, de la même façon qu'on découvre avec stupeur que les plantes ne sont peut-être pas des êtres insensibles après tout, comme on l'a vu dans la vidéo numéro 4 sur la flore. Il est important de passer du temps dans le jardin pour jardiner, mais aussi juste pour observer. C'est la meilleure façon d'en apprendre plus sur les animaux et aussi de leur donner la possibilité de nous observer en retour et d'en apprendre un peu plus sur nous. Un animal sauvage dans un jardin n'agit pas comme s'il était dans un espace naturel non géré par l'homme et loin de la présence de l'homme. Il sait analyser la situation, peser le pour et le contre pour son propre bien
et agir en conséquence. Il ne faut pas penser la faune du jardin comme un univers à part qui fait sa vie de son côté et qui gêne ou qui favorise le jardinier selon ses cas. Avec un peu de connaissance et d'observation, on peut véritablement interagir avec de nombreuses espèces et même dialoguer et négocier. Certains animaux ne se privent pas de nous dire ce qu'ils souhaitent que nous fassions dans leur jardin et de profiter de nos modes d'action pour leur intérêt personnel. Lorsque ma famille avait des poules naines, elles nous rejoignaient toujours au potager lorsque nous travaillions le sol, car elles récupéraient les vers et les larves que nous faisions sortir. Une fois, alors que je fendais du bois en lisière de forêt, un rouge-gorge m'a tenu compagnie. À chaque bûche fendue, à chaque écorce détachée, il se précipitait au sol pour récupérer les insectes, au point que je devais parfois retenir mon geste pour ne pas l'aplatir entre la masse et le coin. Un matin de première gelée, je parcourais le jardin en vaquant à mes occupations, lorsque je me suis aperçue que depuis une vingtaine de minutes des mésanges me suivaient en se perchant à proximité de là où je travaillais et où je me déplaçais, et elles me criaient dessus. J'ai fini par m'arrêter en leur demandant « Mais quoi ?» Et j'ai alors pris conscience du froid nouveau, et j'ai installé la mangeoire à l'endroit habituel. Est-ce que j'avais compris leur message ? En tout cas, les mésanges ont arrêté de me poursuivre et sont allés manger. J'ai donné des exemples avec les oiseaux, mais les autres animaux, les mammifères, les insectes, nous observent de la même façon et on est encore loin de comprendre tout ce qui se passe dans leur petite tête. En tout cas, notre façon de faire, nos modes de culture de notre jardin leur donnent envie de s'installer, de rester ou bien de fuir. Et donc, comme on l'a vu en introduction, le rôle du jardinier, c'est d'orchestrer tout ça et de jouer avec toutes ces dynamiques animales au sein du jardin. Nous allons voir maintenant comment on peut procéder. Action et aménagement utiles à la faune. La chose la plus utile qu'on puisse faire pour la faune et le jardin, c'est d'acquérir des connaissances sur chaque animal, de quoi il se nourrit, où il s'abrite, comment se passe sa reproduction, quels sont ses prédateurs, que fait-il de ses journées, que fait-il d'une saison à l'autre, etc. Je vous encourage donc à apprendre par vos propres moyens et à observer longtemps les animaux de votre jardin. Mais en attendant de devenir chacun des puits de science et d'en tirer des actions concrètes pour nos jardins, il y a quelques principes simples et universels à connaître. Par exemple, les animaux ont besoin de tranquillité. Même si ce sont les moins farouches qui vivent près de nous au jardin, il faut respecter certains espaces qu'on leur réserve. On peut par exemple tracer les allées ou les sentiers de façon à laisser à l'écart des éléments, des lieux où on sait que vivent des animaux et qu'on ne viendra pas remuer, comme de vieilles souches, un tas de branchages, un tas de cailloux, etc. On conseille souvent de laisser l'herbe pousser dans certains coins du jardin. C'est une bonne idée. Attention cependant lorsque vient le temps de la faucher ou de la tondre, ce qui est obligatoire si on ne veut pas de forêt à la place. Et il est bon d'avoir plusieurs de ces zones dans le jardin, afin d'échelonner les tontes et qu'il y ait toujours des hautes herbes disponibles pour que les petites bêtes puissent déménager facilement. On fait aussi attention à ne pas faire trop de bruit, à éteindre les lumières la nuit, à faire des mouvements lents à proximité des animaux. Travailler avec des outils manuels est à favoriser chaque fois que possible, car les engins à moteur sont à la fois violents et bruyants, et polluants, et on a tôt fait de réduire en bouillie des bestioles qu'on aurait voulu épargner. Là encore, un équilibre est à trouver entre efficacité et protection de la faune, et c'est au jardinier à juger. Les animaux ont besoin de sécurité. Lorsqu'on prévoit de grands travaux dans le jardin ou impactant le jardin, comme par exemple un chantier sur la façade ou la toiture de la maison, il faut veiller à protéger les lieux sensibles et ne pas hésiter à en parler aussi aux entreprises qui interviendront. Les hirondelles, les chauves-souris sont des animaux officiellement protégés. Or, combien sont tués lors de travaux où les nids sont détruits, où les jeunes chauves-souris sont emmurées vivantes. Pensez également à la sécurité des animaux face à leurs prédateurs. Par exemple, les chats domestiques font une hécatombe parmi les oiseaux. Lorsqu'on pose des nichoirs ou des mangeoires, il faut bien veiller à ce que les chats n'y aient pas accès. Là, je vous renvoie encore à la vidéo sur la façon de poser des nichoirs.
Les animaux vont là où leurs préférences les portent. En tant que jardinier, il faut plutôt penser défensif en protégeant les cultures plutôt qu'offensif en attaquant les animaux qui menacent ces cultures. Les clôtures que vous choisissez ne sont pas neutres. Elles peuvent laisser passer certains animaux tout en interdisant l'accès à d'autres. Il faut y penser quand vous les créez. D'autres petits dispositifs simples peuvent décourager les bêtes à gratter le sol où vous avez semé par exemple ou à se nourrir des cultures que vous voulez garder pour vous. On trouve dans les boutiques dédiées une vaste offre de nichoirs et d'abris pour les petits animaux des jardins. Pour les oiseaux, les hérissons, les chauves-souris, les insectes, etc. Faites attention à bien les positionner. Plusieurs associations ont mis en place des réseaux de jardins protégeant la faune. Mon ancien jardin était refuge LPO et jardin de Noé. Et mon jardin actuel est une arche de nature de l'association One Voice. Ces programmes proposent souvent un accompagnement pour aider à aménager les jardins en faveur de la faune. À présent, passons dans mon jardin pour voir comment j'ai mis en place certains de ces principes. Les nichoirs, mangeoires, etc. Donc ça va être extrêmement rapide. J'ai 2 nichoirs et une mangeoire. J'ai fait une vidéo spéciale sur la pose des nichoirs, donc vous pouvez la voir aussi sur ma chaîne. Et voilà, c'est des choses qu'on trouve en boutique, rien de très spécial. Alors ensuite, observez. Donc là, je tourne fin février et ça y est, le printemps apparaît un tout petit peu avec les premières fleurs sauvages printanières et les premiers insectes avec les mouches, les abeilles. Alors ces fleurs-là, jaunes, c'est toute la famille des picrices, des pissenlits, toutes ces fleurs-là. Elles fleurissent aussi l'hiver quand il fait pas trop froid et c'est vraiment une source de nourriture très importante pour les insectes et aussi les petits oiseaux. Alors là, on en voit un qui fait des voltiges dans le ciel. On voit aussi qu'il prépare le printemps, à mon avis. Soit il s'occupe de son territoire, soit je sais pas, peut-être qu'il appelle déjà à former un couple, j'en sais rien. Mais donc voilà, ces fleurs jaunes, elles servent de nourriture à des oiseaux qui se perchent dessus aussi. Donc insectes et oiseaux, tout ça c'est très bien à garder. Alors je vous ai parlé dans la vidéo 2 de ce tas d'herbes qui a énormément diminué maintenant. Et je voulais voir ce qu'il en était des limaces, etc. Et en touchant, là, comme vous venez de le voir, j'ai réveillé une fourmilière. Voilà. Donc en fait, c'est des fourmis, celles-là, c'est des fourmis invasives, donc originaires de la Méditerranée, mais c'est pas les fourmis d'Argentine, hein. Mais elles sont invasives quand même, et elles font des fourmilières, des super colonies à la surface du sol, et donc ce tas d'herbes, comme il n'a pas plu depuis longtemps, c'est assez asséché pour qu'elles s'installent et qu'elles chassent sans doute toutes les petites limaces qui étaient là. Donc elles m'ont pas piqué, hein, j'ai mis le doigt comme ça, mais elles m'ont pas piqué. Elles peuvent être agressives pendant la belle saison, quand on les agace un peu trop, mais là c'était parfait. Donc pendant qu'une petite abeille fait toujours sa récolte, j'ai décidé de soulever le tas. Donc il faut faire attention quand vous soulevez des tas d'herbes comme ça. Moi je l'ai fait à la main. Mais il peut y avoir des bestioles en dessous. Et moi j'ai la chance d'être dans une région où il n'y a pas de vipères, par exemple, de serpents venimeux. Il ne faut pas faire ça n'importe où, bien sûr. Il faut toujours se méfier. Donc là pour vérifier, j'ai pris une petite fourmi, j'ai écrasé une fourmi entre les doigts. J'ai vérifié à l'odeur que c'était bien... cette fourmi invasive, la Tapinoma magnum, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, je vais essayer de faire une vidéo dessus si j'ai le temps, sur cette fourmi. Et je m'aperçois que le substrat en dessous est excellent. Déjà, le travail des petites bestioles avant les fourmis, et puis les fourmis, quand elles construisent leur fourmilière aussi, elles font quelque chose de très léger. Ouais, un excellent substrat, je pense, pour les semis, par exemple. Et ça, c'est une vidéo que j'ai prise l'été dernier, un combat, une bataille entre ces mêmes fourmis noires et une autre espèce, plus petite, rousse. Je ne sais pas ce que c'est que la deuxième espèce, mais en tout cas, elles se battent. Ce qui s'est passé, c'est que sans faire exprès, j'ai remué la fourmilière des rousses
Certaines ont commencé à déménager leurs œufs, mais comme il y avait des fourmis noires à côté, elles se sont mises à se battre. C'était très intéressant à voir. Alors la tranquillité, je reviens à mon figuier que je vous ai montré maintenant dans plusieurs vidéos, vous allez finir par le connaître. Et donc en fait il est autour d'une vieille souche. Je ne sais pas ce que c'était que cet arbre, si c'était le figuier d'origine ou quoi. Mais voilà, on a du bois pourri, on a le lierre par-dessus qui reste vert, donc qui fait un abri toute l'année. Et c'est un endroit parfait pour que des animaux y soient tranquilles. Ils fassent leur nid, donc c'est un endroit où je n'interviens pas, j'enlève pas le lierre, je ne vais pas fouiller en dessous et je m'approche le moins possible. Alors ensuite, les protections du jardin et des cultures. Donc autour de mon jardin, j'ai cette clôture qui est très basique dans notre région. Piquet de châtaignier et grillage à grande maille. Et par-dessus, on met un fil de fer barbelé pour que les vaches n'aient pas envie de peser sur le grillage pour attraper ce qu'il y a derrière et brouter ce qu'il y a derrière. Et ça empêche le passage des chiens errants, des vaches, des brebis, etc. Tout ça qui erre chez nous. Et par contre, il y a de l'espace en dessous pour laisser passer d'autres animaux plus petits qui errent aussi chez nous, comme les tortues si on a de la chance, ou les hérissons, qui sont plus courants un peu partout. D'autres protections là pour les semis, alors ce sont simplement des petites branches de bambou que je pique aux endroits où je fais des semis. Et là, on voit qu'ils protègent des petits pois qui ont germé il y a quelques jours et qui serviront en plus de tuteurs pour porter les plantes après. Alors tout ça, c'est au milieu de la pampa, comme j'aime bien dire, dans les hautes herbes, parce qu'une autre protection, c'est de laisser les fleurs sauvages autour. Alors là, même chose, bambou avec un petit semis de radis en dessous. Donc en fait, quand on regarde mon jardin, en ce moment en tout cas, c'est très en bazar. Et là, je vous montre cette petite cuvette, elle a été faite par un merle hier soir, elle est assez profonde. Un merle qui fouillait le sol. Donc ça, c'est ce qui se passe quand le sol n'est pas protégé. Imaginez que si j'avais mis des semis, ça aurait été pas terrible, parce que le merle cherche des petites bestioles dans le sol bien arrosé. Et donc, autour de ces petits endroits où je sème, j'ai laissé les hautes herbes qui protègent aussi énormément, qui créent la diversion pour les prédateurs. Là encore des petits pois. Et qui protègent du vent, ça on l'avait vu dans une autre vidéo. Et donc finalement, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est quasiment un terrain vague, mon jardin, là, vraiment la jungle. Mais en fait, il y a plein d'endroits où il y a des choses déjà dans le sol. Alors après, une autre protection que ça, j'utilise très très peu, c'est le grillage. Donc là, c'est parce que dans ce pot où j'ai mis un peu de gingembre, j'avais aussi semé ma dernière graine de seigle. Et comme le reste du semis n'a pas marché, celle-ci a marché, donc je la protège. Mais le grillage, c'est pas conseillé parce que souvent après, les herbes poussent dedans et c'est vraiment pas très pratique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Comme d'habitude, tous les liens, mes sources et de la bibliographie seront notés dans la description sous cette vidéo. Et je voulais aussi vous conseiller quelques ouvrages. Alors on a derrière La Hulotte, toute la collection de La Hulotte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cette revue la plus lue dans les terriers, c'est vraiment excellent, c'est une excellente vulgarisation. Prévue pour les enfants, mais en fait elle est vraiment utile à tout le monde. Donc sur toute la petite faune, donc beaucoup d'animaux qu'on trouve dans les jardins, mais aussi des plantes. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Également, ce que j'aime bien aussi, c'est la collection Parthénope aux éditions Biotop. Alors là, c'est le numéro sur les chauves-souris, l'ouvrage sur les chauves-souris. Il y a aussi des papillons de France. Et c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ces ouvrages. Il y a des grandes introductions, longues introductions, puis ensuite il y a des fiches par espèce. Et il y a notamment toute une partie sur l'aménagement des combles ou l'aménagement des habitations pour laisser la place aux chauves-souris pour pouvoir les accueillir. Donc on nous explique comment faire des cloisonnements en fait pour que chacun soit à l'abri, à la fois les chauves-souris et puis les humains tranquilles chez eux, sans que le guano leur tombe sur la tête par exemple. Et puis
Des ouvertures dans les toitures. Est-ce qu'on voit un petit peu? Voilà. Hop. Des choses un petit peu... voilà, c'est intéressant en tout cas. Si jamais vous avez votre toiture à refaire et que vous voulez accueillir des chauves-souris dans vos combles, ça peut être très utile. Et enfin, très important aussi, que j'ai énormément aimé, les ouvrages de Vinciane Després, qui est philosophe avec une formation d'éthologie et qui étudie le travail des éthologues justement et comment ils voient les animaux et comment, en tout cas dans cet ouvrage-là, que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, comment on a pu faire de grosses erreurs d'interprétation, grosses ou petites d'ailleurs, parce qu'on avait des préjugés sur la façon dont réfléchissaient les animaux et sur leur capacité intellectuelle réelle. C'est extrêmement intéressant pour avoir un nouveau regard sur les animaux et pouvoir ensuite mieux interagir avec eux dans le cadre de notre jardin par exemple. Voilà, je vous dis à bientôt et en attendant, jardinez bien.